Lilette entre ciel et terre. L'auteur et l'illustratrice, Huguette Payette, l'éditeur, Orphie. Il était très grand, comme un ogre, les villageois petits. Il avait une très longue barbe argentée et les yeux pleins de douceur et de vie. Un bon ogre en quelque sorte, le bon ogre des hauts, comme on le surnommait. Sur la nuque, une longue queue de cheval comme celle des filles, et aux pieds, des tongs grandes comme des battoirs. Ivan, tel était son prénom d'origine, n'avait pas d'âge, et quand il parlait, il avait un air tout autre que celui des villageois dans la parolie. Un monde étrange, assurément, pensèrent dans leur langue les habitants, méfiants, en le voyant arriver au village. Qu'où ça lui vient faire ici? Promenons-nous dans les bois de Lilette pendillée, qui va retrouver la vie. L'homme leur raconta alors qu'il était né à l'autre bout du monde, dans un pays de prairies et de brumes, qu'il avait parcouru la terre car il l'aimait d'un amour fou, qu'il ne parlait pas très bien le français, mais on le comprenait. Il prétendait qu'avec du courage, des outils très simples, des moyens naturels et des bras, il était capable de sauver des terres en grand danger. « C'est la Providence qui t'envoie ici, dit Antoine, le doyen du village, qui depuis des années avait dû quitter les terres de son Lilette, tant elles étaient maigres et usées. Suis-moi, je te montrerai Lilette pendillée entre ciel et terre, battue par les cyclones, délavée par les pluies, ravagée par l'ignorance des hommes. » Ils marchèrent pas moins d'une heure, sans entendre aucun chant d'oiseaux, avec leurs bertelles chargées de pioches, de pics à roc et de larpons sur le dos. Quand Ivan se mit à imiter un chant d'oiseau, seul un couple de tuituis se rapprocha de lui en chantant. « Tout l'environnement est malade ici, conclut-il. J'ose espérer que je n'arrive pas trop tard, ajouta-t-il, inquiet. Je me fais vieux, Ivan, reprit Antoine, mais je te promets un coup de main de temps en temps. Cette Lilette, habitée jadis par mes ancêtres, mérite de sortir de l'oubli et de renaître. J'ai confiance en toi, je me réserve le secret de ta récompense. » La nuit venant, les deux hommes se séparèrent. Ivan s'installa dans un abri de fortune et à même le sol sur un lit de feuilles de bringélier. Il s'endormit la tête pleine de rêves de liberté, comme les anciens du temps du marronnage. Autour de lui, les montagnes magiques aux formes d'animaux et d'humains montaient la garde. Allongée sur l'un des sommets, la sorcière cale aux orteils écartés ne dormait que d'un œil. Ivan n'était pas seul. D'un geste bienveillant, le ciel tendit alors sur le calbanon d'Ivan sa grande moustiquaire étoilée pour sa première nuit à Lilette. Il aurait le lendemain tout le temps nécessaire pour faire l'état des lieux et juger s'il pourrait vivre et travailler ici dans la paix qu'il recherchait. Au loin, le cri d'un dernier fouquet emplit la nuit. Promenons-nous dans les bois de Lilette pendillée, qui va retrouver la vie. Chaque jour, Ivan se levait et se couchait avec le soleil. Chaque jour, il travaillait sans relâche. Il élaguait les arbres pour faire des ombrières naturelles aux plantes médicinales. Par des couches alternées de feuilles et de branchages, retenues par des bordures de pierre, il reconstituait la terre et l'empêchait d'être emportée. Il replantait les espèces endémiques et aussi diverses plantes à rhizomes, comme les longoses aux feuilles vernissées pour retenir la terre. Quel programme! La famille d'Antoine avait de l'amitié pour Ivan, qui de plus s'était fait d'autres amis au village. Tous venaient spontanément à Lilette pour aider Ivan à la soigner de ses plaies d'érosion, de sécheresse et d'abandon. Une petite source timide se remit à chanter
Ivan la fit serpenter habilement sur la terre cultivée sans engrais chimiques. Un tendre cresson y réapparut, et des arômes immaculés sortirent de terre par centaines. Ivan allait les vendre à la grande ville de la côte qu'il observait par temps clair depuis la grotte aux hirondelles. On les appelle encore ici Salanganes. Et puis un jour, il fallut se rendre à l'évidence. Cécile, la dernière fille d'Antoine, et Ivan, le bon ogre des Hauts, se regardaient avec des yeux de plus en plus brillants. Ivan était si courageux, si volontaire, et Cécile aimait avant tout ce qu'il faisait sur la terre de ses ancêtres. Chaque fois qu'elle accompagnait son père à Lillette, Cécile apprenait à Ivan la langue de son pays et le nom de chacune des plantes dont son grand-père lui avait appris tous les secrets. Elle transmit leurs secrets à Ivan, qui les cultiva sous les ombrières naturelles pour en extraire des huiles essentielles, des arômes précieux et en faire des tisanes bienfaisantes. En les voyant tous deux arpenter Lillette de bout en bout, allant même jusqu'à piler le verre des bouteilles pour cimenter les fissures des rochers avec la même ardeur, Antoine pensa « Je sens que j'aurai bientôt la grande joie de marier ces deux-là. Ils sont en harmonie. » Et Antoine pensait juste. Quelques mois plus tard, en effet, on vit les villageois, tels des fourmis laborieuses, porter sur leurs têtes de grandes feuilles de tôle, des marteaux et des clous pour achever la case tout en bois qui se montait au fil des jours pour les futurs mariés, en bois de Lillette, bien sûr. Telle était la surprise qu'Antoine avait promise à son arrivée à Ivan, ne se doutant pas un seul instant que sa propre fille la partagerait aussi. Gageons que des voix d'enfants aux doubles accents se mêlent à cette heure au concert de milliers d'oiseaux dans Lillette ressuscitée, cachée entre terre et ciel, quelque part au cœur de l'île volcanique, pour le bonheur de tous. Promenons-nous dans les bois de Lillette pendillée qui va retrouver la vie. Souhaitons que les nombreuses îlettes disséminées dans les montagnes de l'île et pour certaines encore abandonnées deviennent par la magie de quelques amoureux de la terre des lieux authentiques de vie.